Bonjour à tous et bon appétit donc. Alors du coup je suis désolé de vous accueillir avec cette image là alors que vous êtes en train de manger. Euh, Ce qu'on va voir dans ce petit quickie, donc très rapidement, c'est des choses un peu dégueulasses qu'on peut faire avec la syntaxe Java. Donc je vais vous montrer les bouts de code. Ce sont des bouts de code très courts qui sont du Java valide, ça compile, ça fonctionne. C'est juste que ça, c'est un peu dégueulasse à écrire et surtout ça vous permet de troller vos collègues. Donc vous allez voir, avec ça vous avez un arsenal pour écrire du code que vous seul pouvez comprendre. Ou si vous voulez bisuter des juniors, etc. Ça marche très bien. Je suis Olivier Croisier, je suis freelance sous le label Mocha Technologies. Vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres conférences. Vous pourrez me retrouver sur tous ces médias-là ou venir me chercher si vous me trouvez dans les stands. Allez, on va commencer doucement. Qu'est-ce que ça affiche? 444. Un petit peu. Qui a d'autres propositions? Bon, alors celui-là, il est un petit peu connu. Effectivement, ça affiche 155. C'est le bon vieux piège du L qui ressemble à un 1. Donc c'est pas 321, c'est 3 de L. Alors celui-là, il est connu, il faisait partie des Java Puzzlers. Donc ça veut dire deux choses. Déjà, essayer d'utiliser des polices de caractères qui différencient correctement les lettres et les chiffres, hein, les zéros et les O, les choses comme ça. Et deuxièmement, quand vous utilisez un suffixe L ou F pour dire des floats ou des longues, utilisez la lettre en majuscule. Ça vous évitera ce genre d'erreur. Bon, bon celui-là, c'est tranquille, hein. Normalement, j'ai vu que quasiment toute la salle connaissait ce truc-là. Deuxièmement, est-ce que vous savez que vous pouviez laisser des commentaires comme ça dans votre code? Et encore une fois, tout ça compile et s'exécute sans souci. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qui ne savait pas qu'on pouvait faire ça? D'accord. Qui connaît les labels? Donc en fait, ici, vous avez, quand j'ai mis si, HTTP, machin, en fait, on a deux labels. On a un label qui s'appelle si, parce que c'est un identifiant avec deux points, un label en Java, ce qui vous permet de faire des breaks et des choses comme ça sur un label. Donc là, vous avez un premier label qui s'appelle si, un deuxième label qui s'appelle HTTP, et après, ce qui reste avec les slash, c'est un commentaire. Donc en combinant deux labels et un commentaire, vous pouvez faire comme si vous indiquiez aux gens d'aller voir sur une URL. Alors celui-là, ça reste bon. Donc là, tout le monde commence à flipper en se disant qu'est-ce qu'il y a derrière. Si ça, c'est que vous inspire ce bout de code? Hein, c'est un singleton, donc on a un public ou un private statique final singleton. Et bon, comme j'ai pas de spec qui me dit d'écrire en anglais, moi je l'ai appelé ça l'instance. Et là vous dites, ouais, mais on peut mettre comme ça c'est un peu étrange. Qui a compris ce qui se passe ici? Ah, pas beaucoup. Bon, en fait, il existe un caractère Unicode qui ressemble à un L avec un apostrophe et qui s'appelle en fait Latin Capital Letter L with caron. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un caron, mais apparemment il y a certains langages qui ont besoin, certaines langues qui ont besoin de ce symbole. Et comme ça ressemble furieusement à un L apostrophe que nous on manipule en français, eh ben, vous pouvez troller vos collègues comme ça. Alors, dans un identifiant Java, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel caractère. Il faut que ce soit reconnu comme une lettre. Mais il se trouve que ça, c'est reconnu comme une lettre dans certains langages, donc vous pouvez tout à fait le mettre là. Ça se complique. Ah, donc là, on attaque. Vous voyez, la deuxième partie en orange, les watts. C'est joli, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quand même un return X hein, qui vous met sur la piste.
Alors ce truc-là, en fait, c'est tout simplement une méthode, hein. C'est une méthode générique. Donc c'est une méthode qui s'appelle x, majuscule, qui prend un paramètre de type x que j'appelle x, et qui renvoie un élément de type x également, comme indiqué ici. C'est même d'ailleurs un appel récursif, si on veut. Et ça, c'est tout simplement la déclaration du type x générique. Alors pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'en Java, les identifiants sont répartis dans différents namespaces qui ne se marchent pas sur les pieds les uns les autres. Donc le namespace des types, donc les strings, etc., est séparé du namespace des identifiants, et en particulier des identifiants des méthodes. Donc vous pouvez très bien appeler une méthode x et avoir un type qui s'appelle x également. Et tout ça est également séparé du namespace des types génériques. Donc ça vous permet de réutiliser les mêmes lettres partout. Alors là, ça viole allègrement plusieurs bonnes pratiques de nommage, hein, notamment le fait que en Java, les méthodes commencent plutôt par des minuscules, etc. Si vous venez du monde de .NET où tout commence par une majuscule, d'ailleurs c'est atroce quand on fait du Java, qu'on lit du code .NET et les majuscules partout, on voit des classes partout, c'est pas du tout des classes. Mais donc, en mixant les namespaces, en appelant tout pareil, on peut faire des choses dégueulasses. Mais on peut faire encore pire. On peut faire par exemple ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui ressemble à un TIE Fighter un peu? Encore une fois, qui a trouvé l'astuce? Ah, quelques-uns. Qui ne fait pas de Java 8 dans la salle? Ah, d'accord. Mais tous les autres, vous n'avez aucune excuse, hein. Donc ça, en fait, c'est une lambda, une expression lambda, vous voyez, qui prend un paramètre de type O auquel on associe l'expression qui est à droite. Donc on pourrait dire que c'est un predicate. Et l'expression à droite, en fait, je l'ai décomposée de manière un peu bizarre, parce que autant la flèche de gauche, le moins supérieur, c'est bien la flèche du lambda en Java 8. Autant à droite, le inférieur moins, c'est bien le signe inférieur. Je vais faire une comparaison numérique. Et le moins, je l'ai collé à l'inférieur plutôt que de le coller à la parenthèse, en fait. Donc grosso modo, je teste, est-ce que O est inférieur à moins O? Autrement dit, est-ce que O est négatif? Bon, si vous mettez ça dans le code, ça risque de surprendre quelques-uns quand même. Ah, un peu de perle. Ah non, c'est pas du perle en fait. C'est du Java. Alors j'ai un int foo qui est égal à une expression, donc on imagine évidemment que l'expression à droite doit renvoyer une certaine valeur de type int. Et alors qu'est-ce que c'est que ce dollar? Qu'est-ce que c'est que ces deux points? Qui a compris l'astuce? Un peu plus. Donc en fait on a une méthode foo, puisque le deux points correspond à une référence de méthode, donc il y a bien une méthode qui s'appelle foo sur l'objet courant. Et cette méthode qui s'appelle foo, je la passe en paramètre d'un truc que j'ai appelé dollar. Et le truc que j'ai appelé dollar, il se trouve que c'est une méthode également, parce que en Java, les identifiants des méthodes peuvent être n'importe quel symbole qui représente une lettre, mais également les symboles monétaires sont autorisés. C'est-à-dire que les dollars, les pounds, les yens, les choses comme ça, font partie des caractères valides pour écrire des identifiants de méthodes, de variables, etc. Donc là, j'ai écrit une méthode qui s'appelle simplement dollar, et je lui demande de me passer en paramètre un truc qui me renvoie un int, et il se trouve que ma méthode foo me renvoie un int. Donc si je compresse tout ça de manière un peu dégueulasse, j'obtiens ça. Bon, c'est vrai que ça peut surprendre aussi si on tombe dessus, et surtout si vous n'avez pas l'habitude de manipuler les méthodes références. Ça peut être un peu bizarre au début. Et alors celui-là, il va vous faire dresser les poils des bras sur la tête, normalement. Et alors, voyons voir. Sur celui-là, j'ai une classe Pojo qui a une méthode foo qui prend deux paramètres. Le premier paramètre étant le type Pojo, pardon, et le deuxième étant une string. Et je vais appeler cette méthode foo en lui donnant juste la string.
Et ça fonctionne parfaitement. Qui connaît l'astuce? Oh. Oui, il y en a qui trichent. Alors, il faut savoir qu'en Java, en fait, dans la spec, la façon dont c'est implémenté dans la VM, il n'y a pas vraiment de méthode d'instance. Ça marche un peu comme en JavaScript, c'est-à-dire qu'une méthode d'instance, c'est jamais qu'une méthode statique à laquelle on passe en premier paramètre le this qui doit s'appliquer dans la méthode. Quand vous écrivez this point quelque chose dans une méthode d'une classe, bah le this, il ne vient pas de nulle part comme ça. Vous avez l'impression que c'est un mot-clé un peu magique, mais en fait, le this, c'est juste un paramètre caché que la VM rajoute dans votre méthode, et qui dit, bah, ton contexte d'exécution, c'est voilà, le this, il pointe sur l'instance courante. Alors jusqu'en Java 8, c'était complètement caché, c'était un détail d'implémentation. En Java 8, pour des raisons liées aux génériques, etc., où maintenant on peut mettre pas aux génériques, aux annotations, on peut mettre des annotations sur l'instance courante, donc sur le this. Ils ont décidé de rendre visible, enfin de permettre de rendre visible le this. Et donc on peut écrire explicitement des méthodes d'instance prenant en premier paramètre un paramètre qui s'appelle forcément this et qui est forcément du type de la classe englobante. Qui connaît ça, les binds, etc. en JavaScript? Pas tant que ça, d'ailleurs. En JavaScript, ça marche exactement pareil. Au moment où vous appelez une fonction, vous pouvez lui passer le this, le symbole qui deviendra le this dans la fonction. Et il se trouve qu'en Java, ça marche pareil depuis la nuit des temps, sauf que maintenant, c'est visible. C'est ce qu'on appelle le receiver type. Donc vous verrez dans la littérature, sur le net, il n'y a pas beaucoup de docs là-dessus, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ça, c'est super pour troller tout le monde, hein, parce qu'il n'y a personne qui connaît. Et le dernier, c'est mon favori. J'ai un long historique de... je vous expliquerai pourquoi après. De bidouillage sur ce genre de truc. Donc j'ai une méthode qui s'appelle compute, qui prend des paramètres, qui renvoie 42, parce qu'on sait bien que c'est le résultat qui marche pour tout. Et j'ai déclaré que ma méthode était parallèle. Vous saviez qu'on pouvait faire ça? À partir de Java 5. Qui comprend l'astuce? Alors l'astuce, en fait, c'est que quand on écrit une annotation, on peut séparer le arrobas du nom de l'annotation. Donc l'arrobas, il est là-haut, vous voyez? Et j'ai écrit une annotation que j'ai appelée parallèle. Alors évidemment, parce que je suis un peu joueur, j'ai écrit parallèle en minuscule. J'ai créé une annotation dont le nom est entièrement minuscule. Et je vais donner un nom qui ressemble à une espèce de mot-clé, vous voyez, un truc un peu magique. Et donc si vous séparez, si vous mettez genre 20 lignes de Javadoc, c'est peut-être le seul endroit dans votre code où vous allez mettre du Javadoc, mais là c'est juste pour brouiller les pistes. Donc votre collègue il tombe là-dessus, il fait le mec, il fait de la Javadoc et tout, puis en plus il met des mots-clés que je connais pas. Bon. Mais bon, en fait c'est juste, voilà, vous avez planqué l'arrobas à côté. Bon, évidemment, c'est du bidouillage, hein. C'était vraiment pour vous montrer ce qu'on pouvait faire un peu bizarroïde, de syntaxe un peu bizarroïde avec Java. Ne faites pas ça dans votre code de prod, hein, à moins, encore une fois, soit de vouloir troller les gens, soit de vouloir vous rendre complètement indispensable sur le projet, parce que personne ne sait pourquoi ça marche avec Parallèle. Mais bon, évitez de faire ça quand même. Ah. Je vous remercie. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs.